Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier, n'ayez pas peur, il y a le chapitrage dans la barre de YouTube, dans la description pareil il y a le chapitrage, donc voilà, si vous voulez juste mon avis sur un titre en particulier, vous savez quoi faire et on commence maintenant. On commence avec Pika Edition et le 13e tome de GTO Paradise Lost, qui, je le rappelle, est un spin-off de GTO, qui se passe quelques années après la série d'origine, mais les événements se passent plus ou moins à notre époque, ce qui crée un paradoxe du continuum espace-temps, mais on s'en fout. Alors, le tome, il y a une petite marque noire que vous devez voir si tout se passe bien. Donc on est là, on finit un arc avec... c'était alors... J'ai regardé un petit peu le tome parce que ça faisait très longtemps que le tome 12 était sorti. Pour me rappeler un petit peu, c'était avec un prof qui était un gros cutter, qui était un peu un foufou. Et ça s'était terminé avec un combat de boxe contre Onizuka qui continue dans ce tome là, qui est ouf. Il y a une fille qui apparaît, je dis ah donc ça va être l'arc sur la fille. Donc en fait dont le petit copain l'a pas trompé, a pris des photos d'elle. Ils se sont quittés, ils ont dit ouais mais j'ai les photos. Donc tu fais ce que je te dis, tu m'emmènes du pognon sinon je le balance sur internet. Ce qui fait qu'il y a une utilisation d'internet, des réseaux sociaux qui est présente là-dessus, qu'il n'y avait pas dans la première série GTO. Et je me dis, ah, ça va être super bien, il y a toute une histoire là-dessus. Il y a l'autre prof qui avait rencontré Onizuka qui commence à s'intéresser à ça. Ils vont chez son petit copain, il y a Onizuka qui arrive, il fait, c'est bon, je l'ai défoncé, il va arrêter avec les photos, on arrête ça. Je dis, ça, c'est du Onizuka. Après, on revient au présent, donc, qui est présenté comme un flashback, mais en fait, en théorie, c'est censé être le présent, parce que on voit Onizuka qui est en prison, qui continue sa vie, qui se retrouve en QHS, quartier de haute sécurité, là, c'est avec les vrais criminels en série, c'est pas les petits larbins, les petits mecs qui ont fait des petits méfaits, voilà. Et on revient en présent, nouvel arc, où alors cette fois, on est sur un pervers qui prend des photos, qui filme les filles dans des lieux un petit peu sordides, par exemple aux toilettes, par exemple là où elles se mettent leurs chaussures, donc on voit leurs culottes, etc. Et honnêtement, là, l'auteur a fait un truc que j'attendais depuis le premier tome. Il joue un petit peu, alors il joue un petit peu avec la mythologie de GTO, mais il fait revenir des personnages qu'on n'avait pas vus depuis GTO. Par exemple, un moment Onizuka dit oui, ils ont posé des radars passifs, enfin des caméras, des micros, et il fait, vous inquiétez pas, j'ai ramené l'élite, mes anciens élèves. Et là tu vois Hirumi, et c'est Kikuchi je crois, donc l'intello qui faisait des photos, qui a modifié les photos d'Onizuka dans la première série GTO, et celle qui était hyper intelligente, et qui a goumé les profs, on le disait, il fait oui, alors en anglais ça se dit comme ça, il fait non mais en anglais ça dirait pas comme ça, ça dirait comme ça, et le prof il est au bord de la dépression, ils reviennent, et je me dis putain j'espère vraiment qu'on va avoir tous les autres élèves qui vont devenir, alors il s'est passé que 3 ans donc en fait ils sont que au lycée. Et je me dis merde, ça aurait été trop bien qu'il soit genre maintenant, il soit genre adulte, que Kikuchi il ait fondé une boîte, genre il ait créé Facebook, un truc comme ça, ça aurait été trop cool. Peut-être, si on a encore des spin-offs de GTO, on aura ça, mais en tout cas, j'avoue que ce tome-là, ça faisait longtemps que la série Paradise Lost m'avait pas autant emballé, juste pour le retour de 2 personnages de GTO. À quel point la nostalgie et le fait de jouer avec la mythologie, bah ça aide un petit peu. The Quintessential Quintuplet, tome 7. Alors, c'est le tome qui marque, on va dire, un tournant dans la série. Déjà, par le fait que ça finit une sorte de premier cycle, avec vraiment à la fin du tome une pseudo-conclusion, mais j'en parlerai un petit peu après. Et le fait aussi que les couvertures abordent un nouveau cycle graphique. La première couverture, on voyait les 5 sœurs qui étaient allongées. Après, on avait le tome 2 à 6, on voyait chacune des sœurs. Et là, on a à nouveau les 5 sœurs, donc du tome 7 au tome 8, 9, 10, 11, 12, si je dis pas de bêtises, je sais plus compter. 11, non, c'est 11, c'est ça, 7, 8, 9, 10, 11. On va les voir en tenue de mariée. Un nouveau cycle de couverture. Et après, il va y avoir encore autre chose, je sais plus trop exactement c'est quoi les couvertures, mais on s'en fout. On verra quand on y sera. Et alors, ce que je disais, c'est que ce tome-là marque la fin d'un gros arc, on va dire. C'est Futaro qui découvre les sœurs et qui va les faire monter à l'école, qui va leur faire des nouvelles notes, parce que le tome se termine avec un truc que je trouve vraiment intéressant. 5, on va appeler ça des side stories, où on va découvrir pendant quelques jours la vie des 5 sœurs en parallèle. C'est-à-dire qu'on a un chapitre sur Nino, un chapitre sur Ichika, sur Miku, etc. Et en fait, les chapitres se passent à la même période. Mais tu vois à chaque fois le point de vue d'une des sœurs, et des fois tu vois les interactions entre les chapitres, et à chaque fin de chapitre on découvre les notes des sœurs qui ont toutes réussi leur examen. C'est vraiment super cool. Alors pour ceux qui regardent l'animé, au moment c'est censé être l'épisode qui va sortir cette semaine, parce que le début de ce tome là, je l'ai vu la semaine dernière en animé, ce qui fait que ben là à partir de maintenant, ce que je vais voir en animé ça va être les prochains tomes, et c'est un petit peu je vais découvrir en animé, après je vais les relire en tomes, un peu chiant, j'aurais préféré découvrir en tome et après redécouvrir en animé.
bon bah je vais les suivre côte à côte en même temps. C'est vraiment super bien. Vous le savez, moi je suis un FC Ichika, hein, totalement. Ce tome-là, Ichika Forever. Là, c'est honnêtement, déjà la couverture, c'est la plus belle de toutes les couvertures, faut le dire. Elle est magnifique. Mais tous les passages avec Ichika, le moment où Futaro vient chez eux et maintenant ils sont dans un petit appart tout pourri et elle se réveille, elle dit ah ça va Futaro et elle a les gros nibards à l'air. Tu te dis merci l'auteur, merci. La scène où elle se dessape, la scène où il y a tout un passage aussi où on la voit en tant que comédienne et qu'elle est stressée, etc. Super intéressant. Et son histoire, la petite side story sur les notes où à la fin dit c'est moi qui ai la meilleure note. Elle a un sourire qui fait trop flipper. J'ai dit yes, FC Biku, allez vous faire foutre. Voilà, non, franchement, j'ai adoré ce tome-là et on est déjà qu'à la moitié. On est déjà à la moitié parce qu'il y a 14 tomes, tome 7. C'est-à-dire que là, dans un an et quelques, c'est terminé chez Pika. Putain que ça passe vite, ça fait chier. Seven Deadly Sins, tome 41. Alors j'ai pris édition collector, c'est pas pour voilà, les petits badges qui sont sympathiques, mais je pense que je vais jamais les déballer. C'est pas pour la carte postale qui est sympathique, mais je vais jamais l'envoyer. Et c'est surtout en fait pour le petit artbook qui est vendu avec, où il y a des petits, plusieurs pages couleurs qu'on a qu'en noir et blanc dans l'édition classique. Et en plus à la fin on a une petite explication à chaque fois de ça c'était la couverture du Shonen Magazine, ça c'était la double page de tel numéro, ça c'était pour tel événement. C'est sympa, ça permet de se rappeler un petit peu pourquoi il a fait ça l'auteur. Donc c'est la fin de Seven Deadly Sins. J'ai refeuilleté vite fait le tome parce que ça fait très longtemps que je suis passé un peu à autre chose. Je me souviens plus trop de l'histoire. Et j'ai prévu de me relire ça un de ces quatre. Peut-être de faire un mangaverse dessus. Je sais pas encore quand. C'est pas prévu tout de suite. Hein. Saison 3, j'ai déjà plus ou moins prévu qu'est-ce que seront mes mangaverses. Et je crois pas que je vais parler de Seven Deadly Sins. J'ai vu qu'il y a des gens sur Twitter qui sont en train de relire le manga, qui sont en train de se dire mais en fait c'était pas si mal. On a craché dessus sur la fin, mais en fait il y a plein de trucs qui sont dans la fin, qui sont déjà abordés dès le début. C'est juste qu'on l'a un petit peu oublié. Ce qui fait que je suis encore plus chaud à me relire la série pour peut-être me rendre compte que j'étais dans les mecs qui étaient un peu en train de dire bon, ça s'est un peu cassé la gueule. Alors il y a eu l'animé qui était de mauvaise facture, qui a peut-être aussi joué là-dedans. Le fait de lire toutes les semaines, ça a peut-être joué aussi là-dedans. Et peut-être que le relire d'une traite, ça sera super bien, parce que Nakaba avait quand même plus ou moins bien cerné son histoire, même si j'ai cru comprendre qu'il a modifié des choses à la suite. En tout cas, j'ai envie de relire ça, c'est pour ça que je suis jusqu'au bout. Et alors, en ce moment, je suis en train de lire la suite, qui est teasée à la fin. Donc, ce qui fait que j'attends vraiment avec impatience la suite chez Pika, qui va sûrement le faire. Sûrement dans un an ou deux, parce que la série vient à peine de commencer au Japon. Il y a tout juste 3 chapitres. Donc le temps, on va dire, qu'il y a au moins... Allez, je crois que, allez, s'ils font un petit peu comme Eden Zero, 3-4 tomes pour que la série avance un peu au Japon et ensuite rattraper, ou alors vraiment une publication très proche, au moins 6 mois. Au moins 6 mois, honnêtement, voilà, c'est... Là, je dis ça comme ça, hein, j'ai aucune information sur les éditeurs, peut-être que je dis une grosse connerie. Voilà, mais je me dis, si ils font une publication très proche japonais, 6 mois... je vais vous dire ce que je pense pour l'instant de The First Night of Apocalypse, qui alors c'est censé être, alors les 4 périodes d'Apocalypse qui sont censés être les enfants des 4 personnages principaux, qui sont Tristan, le fils de Meliodas, qu'on voit à la fin, qui est dégueulasse, Lanceau, le fils de Ban, qu'on voit pas à la fin de ce tome-là, mais qui était dans une histoire spéciale, que j'espère qu'on verra dans le premier tome de First Night of Apocalypse, qui est censé avoir le fils de Gozer, de King et Diane, qui est mentionné dans ce tome-là, mais qu'on n'a toujours pas vu. Et alors, j'ai vu des gens qui disaient que c'était l'enfant de Merlin et de Escanor. Alors là, je sais pas où est-ce qu'ils ont sorti ça, les gens, là, D'accord, on verra. Et donc, je trouve que le spin-off, pour l'instant, des 3 chapitres que j'ai vus, est déjà renoue avec le début de Seven Deadly Sins, avec le côté un petit garçon qui part à l'aventure, ça fait très shonen, c'est vraiment ultra classique. On sent encore plus l'esprit Dragon Ball, surtout avec le chapitre 3, où il y a une scène où je me suis dit, ouais d'accord, j'ai compris t'es fan de Dragon Ball, parce que il y a une scène où tu vois donc le héros qui s'appelle Perceval, qui va se laver avec une fille, il lui touche les boobs, il dit, ah mon grand-père il me disait ça, patati patata, et genre 3 pages plus tard, elle dit, mais tu bois de l'alcool? Bah oui, j'ai 16 ans, et il dit, oh merde, il a 16 ans, c'est-à-dire qu'il a mon âge? Attends, je me suis fait ploter par un mec à mon âge. J'étais à poil devant un mec à mon âge. Et là, tu dis, bon, ça te rappelle un peu Bulma et Son Goku. Les scènes où Goku lui dit, moi, j'ai 14 ans. Il a dit, attends, il a 14 ans. Attends, tu m'as touché la chatte avec ta 14 ans, là. Elle lui fait un coup de boule, elle lui tire dessus. Voilà. Ça m'a rappelé un peu Dragon Ball, les débuts, ce que j'aime beaucoup dans Dragon Ball. Donc, à voir si on aura toujours cet esprit-là jusqu'au bout. En tout cas, pour l'instant, je suis confiant du spin-off. On verra si ça va se casser la gueule ensuite. En tout cas, pour l'instant, c'est sympa. C'est tout ce que je peux dire.
Dororo! Voilà, ça y est, Tezuka revient, ça fait 1 an et demi qu'on attend des Tezuka Deluxe chez les Delcourt Tonkam, parce qu'ils nous ont teasé depuis le début, Demain les oiseaux, Princesse Saphir et Phoenix, on les a toujours pas! Ils sont toujours pas arrivés, alors Phoenix va arriver cette année, même s'il est annoncé 31 décembre 2021, ce qui fait qu'il n'a pas vraiment de date. J'espère qu'il sortira prochainement. Je ferai sûrement un manga à chaud sur Dororo, quand Phoenix sortira, pour faire un double manga à chaud sur 2 mangas de Tezuka, parce que je vais pas faire... Il y a tellement de mangas en même temps qui sortent que c'est compliqué à faire, je vais attendre un petit peu. Alors, j'ai vu la série... Alors, maintenant j'ai pas de Dororo. J'ai vu la série d'animation il y a 2 ans maintenant, 3 ans, Dororo, qui était exceptionnellement bien. Et si on a d'autres séries qui adaptent des œuvres de Tezuka, j'aimerais vraiment qu'il y ait pas cette charge graphique, mais vraiment cette qualité, en termes d'écriture, en termes d'animation, en termes de, voilà, réussir à moderniser l'œuvre de Tezuka, tout en ayant quand même, on sent quand même un peu cet esprit Tezuka dans le dessin. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment, quand je lisais le tome, je dis waouh, c'est vraiment à tel point l'œuvre a réussi à bien retranscrire le manga, parce que là, le personnage du vieux mec aveugle, c'est vraiment la copie conforme. Il y a des passages qui sont vraiment la copie conforme, alors en manière plus moderne. Franchement, c'est super bien. Il y a des cases qui sont incroyables. Alors, je vais vous mettre que 5 pages, et j'avoue que je me suis fait souffrance pour en choisir 5, parce que il y en a vraiment des super belles. La scène où on voit Dororo et Yakimaru qui pas vraiment se disputent, mais ils sont un peu soupçonneux, et que, genre, tu dors? Non, il dort. Et il se recouche, et l'autre il fait, tu dors? Non, il dort. Il se recouche, et tu dors? C'est une page entière comme ça, c'est tout con, mais c'est super bien en termes de mise en scène. Il y a une scène où il se bat à l'épée, et l'auteur a inversé la case, qui fait qu'elle est toute en longueur. Elle est pas, voilà, c'est pas des petites trucs en largeur, c'est vraiment, ça prend toute la page, mais de haut en bas, et pas de droite à gauche. C'est génial. Il y a tellement de pages, je me suis dit, merde, mais je vais faire comment? J'en ai déjà au moins 10, il faut que j'en choisisse que 5 pour mon lecture. À chaque fois, j'en choisis 5 pages, pour vous montrer un petit florilège de ce qu'il y a dans le tome. C'est vraiment bien. Il y a encore un tome qui va arriver, ça va être génialissime. Il y a plein de trucs qui ont été zappés par rapport à l'adaptation animée, qui a fait 26 épisodes, donc forcément racheté plein de choses. Il y a vraiment, par rapport à ce que je me souviens, là, il a déjà retrouvé son père, ce qui est normalement à la moitié de la série, donc l'épisode 13. Bah, tu te dis, bon, on a déjà adapté 13 épisodes, là, en seulement un gros tome. Il n'y a pas autant de combats, il y a vraiment 2-3 combats, 2-3 épisodes clés de l'animé qui sont dans ce tome-là. Après, il y a plein de trucs qui ont été rajoutés. Tant que j'y suis, j'ai acheté aussi Search and Destroy, qui est la version revisitée, futuriste, post-apo de Atsushi Kaneko. J'en ai parlé dans mon Tezukomi, le manga show dessus, sur Tezukomi. Je vais faire normalement un manga show la semaine prochaine, donc mardi ou mercredi, on verra, en même temps que Ayako l'enfant de la nuit, donc je vais faire un double manga show. Et comme Ayako n'est pas sorti, ben forcément je peux pas faire de vidéo, donc c'est reporté la semaine prochaine. Je vais le récupérer ce week-end chez Ayaku Shop, qui est mon libraire, et donc j'aurai les deux remakes, versions modernes, futuristes, des œuvres de Tezuka. Je ferai un manga show dessus, et voilà, si vous êtes curieux, c'est vraiment super bien. Le dessin est ouf, je connaissais vite fait Atsushi Kaneko de loin, mais j'en parlerai un peu plus dans mon manga show, mais ça, c'est une dinguerie. Voilà, si vous kiffez Dororo, si vous avez kiffé l'animé, ça, c'est une putain de dinguerie. Maison Ikoku, tome 6, et alors, chose rare, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Alors ça y est, j'ai l'impression qu'il a fallu 5 tomes de l'édition de luxe pour que je commence à apprécier Maison Ikoku. Les 5 tomes étaient vraiment cool, le tome 5 déjà il commençait à être cool, et là, je sais pas, l'alchimie commence à prendre, il commence à y avoir les personnages qui commencent à se rentrer dedans, se croiser, se décroiser, se rencontrer, notamment avec le passage de Nikaido qui était apparu en fin de tome 5, qui rejoint l'établissement, la maison Ikoku, et qui est alors si j'ai pas de conneries, un fils de bonne famille, enfin plutôt de bonne famille, qui est un petit peu rebelle, on le voit fumer, même la gardienne lui dit « Ah, vous faites ça, je pensais pas que vous étiez ce genre de garçon », et il dit « Je suis quand même quelqu'un de gentil, patati patata », et qui se fait un petit peu bully par ce personnage-là, au début du tome, que ça m'a fait vraiment marrer. Il y a un petit côté candide et idiot qui m'appelle un petit peu Ryoga. Il y a vraiment ce petit côté rival Ryoga pour... comment il s'appelle? J'ai oublié le nom du héros. Excusez-moi. Bon, j'ai oublié le nom du héros, c'est horrible. Bon, Godai, voilà, ça vient de me revenir. Voilà, qui est vraiment cool, le moment où il fout dans la merde, et dit « Bah, vous êtes pas en couple avec machin ?» Et il dit « Dis pas ça dans la gardienne, connard !» Et t'as l'époque qui fait « Mais... » Et il lui donne... Ah, moi j'adore le passage où il dit « Ouais, j'ai eu 147 indices, j'ai enfin compris, t'es amoureux de la gardienne !» Et il fait
non. Il dit, oh merde, il me faut un 148e indice. Il retourne voir les voisins. J'ai dit, c'est génial. Ça me fait kiffer. Le passage où ils vont à l'hôtel, ils prennent la piscine, et que Golet dit, merde, il faut pas qu'il soit au courant que je suis là. C'était cool. Le passage où il devient stagiaire dans une école pour devenir prof. Et alors peut-être que j'ai peut-être confondu les personnages. Et il croise la sœur de l'ex-mari de la gardienne. Et il y a une petite triangle amoureux qui se crée. Non, franchement, là, ça y est, Maison et Koku. Je commence à apprécier et je comprends tout doucement pourquoi les gens kiffent. Après, c'est sûr, je kiffe beaucoup plus Ranma 1/2. Et donc forcément, maintenant on parle de Ranma 1/2 tome 18. Alors j'ai appris grâce au Glénat Manga News que le tome 20 sort dans quelques mois. Donc il reste plus que 2 tomes avant la fin de la série, après celui-ci. Donc 19 il sort dans un mois et quelques. Et normalement c'est mai, si je dis pas de bêtises, que le dernier tome de Ranma 1/2 cette édition arrive, et donc on aura fini la série. De toute façon, je l'ai dit depuis 2-3 tomes, tu sens qu'on est vraiment pas loin de la fin. La relation entre Ranma et Akane qui s'accélère, ils sont à la limite à chaque fois de s'embrasser à chaque tome, parce que voilà, ça y est, ils sont devenus adultes, ils commencent à voir tout qui palpite, ça y est, ils ont la puberté qui rentre, ils commencent à dire, mais en fait j'aime bien les filles, voilà, etc. J'ai beaucoup aimé dans ce tome-là. Il y a un chapitre en particulier, enfin un arc qui m'a vraiment plu, c'est quand, je sais plus qui c'est qui offre un soutien-gorge à Ranma, je crois que c'est Aposai, et il dit ouais mais il est trop petit ce soutien-gorge, et Akane dit c'était le mien, et j'ai grossi des seins, et il dit bah moi aussi j'ai grossi des seins, et Ranma qui est en train de se toucher les loches, en train de se dire oh moi aussi j'ai grossi des seins, et il y a la mère qui revient, et dit ouais il est où Ranma, il est devenu un homme un vrai, et que à chaque fois elle est à la limite de le croiser, elle dit oh c'est un pervers, il se déguise en fille, il est dégueulasse, il dit non il était avec Akane, d'accord, c'est Akane, donc c'est un homme, un vrai homme, et il dit non, il y a toujours la limite de le tuer, c'est trop bien, ce chapitre est vraiment cool, enfin, ce mini-arc est vraiment cool. J'ai beaucoup aimé aussi le passage où il y a tout un délire avec le directeur qui amène ses 3 combattants, et en fait c'est Aposai, son fils, et la sœur de Akane qui adore l'argent, qui dit ouais, moi je travaille juste pour le pognon, c'était génial aussi. Il reste plus que 2 tomes, là c'est... Je vais être triste, hein. Je pense que dans 2 tomes, je vais être dans le déni et me dire non, je veux pas que ça s'arrête, c'est trop bien, arrêtez. Mais ouais, Ranma 1/2, c'est un super kiff, lisez ça. Alors là, je vais pas être très content. Sahara, le samouraï aux fleurs. Et pourquoi il n'y a qu'un seul tome? C'est une vraie question. Pourquoi il n'y a qu'un seul tome? Pourquoi c'est qu'un simple one-shot? Alors, l'auteur, d'après ce que j'ai compris, c'est un ancien assistant de Oda. Pas n'importe qui, et Ichiro Oda, c'est un petit peu le papa de One Piece, l'un des plus grands mangas de tous les temps, et tu dis, bon, t'es son assistant, tu devrais avoir une petite place dans le milieu, et tu fais qu'un seul one-shot, enfin un simple one-shot, alors que, franchement, c'est super cool. Alors peut-être que ça n'a pas marché au Japon, et alors les Japonais n'auront pas de goût à ce niveau-là, parce que je trouve ça super bien en fait, Sahara. Alors le principe, c'est qu'on suit Sahara, qui est donc ce samouraï, qui vit dans un monde où il y a 108 ans, il y a eu une guerre entre des trucs, et donc maintenant on est dans un monde post-apo, désertique, où plus rien ne pousse, où il y a des robots, samouraïs, automates, qui font un peu la loi, et on donc samouraï, ce samouraï qui s'appelle Sahara, qui a le pouvoir, qui a des petites pousses de plantes et d'arbres, et qui a le pouvoir de contrôler aux plantes, et qui va ramener plus ou moins la paix. Il rencontre une fille qui va aller dans une région où il y a un arbre sacré, etc., voilà, et il dit bah je vais te conduire à cet arbre, et patati patata. Ils vont se battre contre les samouraïs. C'est Hokuto no Ken en mode écolo. C'est voilà. Vous voyez Nausicaa, le côté un petit peu écolo de Nausicaa, post-apo. Vous voyez le côté post-apo, le monde pourri de Hokuto no Ken, avec un personnage rédempteur. Tu mixes les deux, t'as Sahara. Je comprends pas que ça ait pas marché. Je comprends absolument pas. Surtout qu'en plus c'est trop cool. Alors les scènes de combat sont dingues, et surtout le héros il se bat avec une épée qui peut prendre une apparence différente en fonction des plantes. Genre, il y a une forme Sakura qui est une forme de combat, il y a une forme où il fait une sorte de je sais plus quoi, je crois que c'est un truc où ça fait un fouet, il y a un truc où il fait le pissenlit et il peut s'envoler. J'ai vu à la fin, alors je me souviens pas les avoir vus dans le tome, mais ouais, il peut prendre un bambou, ça lui fait une lance, etc. Enfin, pourquoi? C'est inventif au niveau des armes, il y a comme une morale sur l'écologie, sur le fait que les hommes ont pourri la terre, mais maintenant il n'y a plus rien qui pousse et donc on est dans la dèche, qui rappelle un petit peu la philosophie de Hokuto no Ken. C'est bien gratté. Pourquoi il n'y a qu'un seul tome? Ça me sidère, voilà, je comprends pas, ça m'énerve qu'il n'y ait qu'un seul tome pour ce truc. Non, mais honnêtement, Nobunodi, vous avez sorti un bon truc, et j'espère que l'auteur va revenir avec un nouveau titre qui sera peut-être meilleur, et là, j'avoue que je suis grave dégoûté. Prenez-le, honnêtement, voilà, c'est tout ce que je peux dire, prenez Sahara,
C'est qu'un seul tome, donc voilà, vous investissez pas dans une grande série, mais très clairement, c'est un super one-shot. Alors, pas au niveau de ce que j'ai dit la semaine dernière, My Broken Mariko, qui était oufissime, mais en termes de shonen, j'aurais tellement voulu avoir une série longue là-dessus, au moins 4-5 tomes, parce que je trouvais ça hyper intelligent, hyper astucieux, avec quand même une morale de fond assez intéressante, et un seul tome. Là, je tombe des nues. On parle maintenant de La Guerre des Mondes chez Kiun, alors qui est un petit peu leur nouveau titre dans une sorte de collection de mangas qui adaptent des nouvelles de romanciers, d'auteurs du début du XXe siècle. Déjà, même en termes de format, c'est vraiment le même format qu'un Gutanabe Lovecraft, donc dans la collection Les Shadows de Lovecraft. Alors, c'est juste qu'ils ont opté pour un autre type de couverture, là où Gutanabe c'est un tome avec une couverture souple effet cuir. Alors là je sais pas trop l'effet que ça c'est censé être, on dirait un peu du cuir aussi, mais c'est du hardcover, ce qui fait que tu peux pas plier la couverture. Et alors là je suis un petit peu méchant, mais ben c'est pas toujours pratique à lire, mais vu que c'est dur, bah des fois t'es un peu en train de tenir le bouquin. Quand tu veux t'allonger comme un gros sac comme moi, des fois quand je lis un manga, bah c'est chiant. Voilà, faut le dire. Alors heureusement j'ai un gros bide, donc je peux le poser sur mon bide et bouquiner en même temps. Mais tout le monde n'a pas un gros bide comme moi, donc c'est un peu pas pratique. Pareil, bah moi je suis un petit peu daltonien sur les bords. Surtout au niveau des nuances de rouge, marron, orange. Ben, le résumé au dos, fond noir, écriture rouge, avec le petit effet de cuir, j'ai du mal à lire. J'avoue, alors j'arrive à lire, mais j'ai du mal. Des fois, je me concentre vraiment pour déchiffrer les mots. Surtout quand une lettre est en plein milieu d'un petit effet de cuir, bah je comprends pas le mot. Donc je suis un peu comme un con en train de me dire ah, ça y est, j'ai compris. Et c'est super chiant. Mis à part ça, super papier. Ils ont même fait là, les tranches sont en noir, un petit peu comme l'édition Deluxe de Death Note chez Kana. Voilà, le papier est de bonne qualité, la pression est de bonne qualité. Voilà, c'est comme Lovecraft. Voilà, en termes de qualité, c'est comme Lovecraft. Et donc, de toute façon, je pense que Kiun vise un petit peu comme Lovecraft, un public pas forcément à fond dans les mangas, mais voilà, des gens, peut-être de la bande dessinée, du comics, qui veulent découvrir des œuvres, de nouvelles qu'ils ont lues il y a très longtemps, ou voilà, qu'ils n'ont pas forcément envie de lire, comme les Lovecraft. Je vais peut-être me lire la nouvelle quand le manga s'est terminé, il y a 3 tomes. Donc, c'est une nouvelle de H.G. Wells, qui a été adaptée plusieurs fois en film, notamment, je crois que l'une des dernières, c'est avec Tom Cruise, qui est sorti en 2005 ou 2006, enfin, dans ces eaux-là. C'est à l'époque où Tom Cruise, je crois qu'il était encore un petit peu scientologue, où donc tout le monde a bâché le film, mais je crois qu'il est plutôt bien, si je ne dis pas de conneries. En plus, c'est une version moderne, enfin, ça se passe à notre époque, là où ça se passe en 1901. Voilà, c'est marqué au dos, j'ai réussi à lire le petit mot. C'est bien gratté. Alors, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à Gutanabe, alors, avec un peu moins ce côté. Voilà, il y a un petit air, peut-être que l'assistant, ils ont bossé ensemble, etc. Mais il y avait un petit air, peut-être que c'est aussi l'impression qui joue, mais voilà, c'est bien gratté. Il y a vraiment ce. Il y a un sentiment qui m'appelle un petit peu le début de Shingeki, dans le sens où quand. Ils découvrent donc l'OVNI et que l'alien sort. Il y a ce côté, waouh, c'est quoi ce truc? Et ils ont le sentiment de, on n'a aucune chance. Genre, ils arrivent avec des canons pour tirer, ils se font dégommer. Il y a vraiment ce sentiment de, c'est un être divin, tout puissant qui vient d'arriver. On n'a aucune chance contre lui. Et ouais, ça rappelle vraiment le début de Shingeki où le titan pète le mur et ils sont en mode, ah, on n'est que du bétail, on est mort. Voilà, il y a vraiment ce sentiment-là qui est assez grisant, voilà, et un peu oppressant en même temps. Voilà, c'est vraiment super titre, il n'y aura que 3 tomes. Donc voilà, si vous voulez vous commencer un truc vraiment cool, voilà, ça c'est vraiment bien, moi j'ai vraiment kiffé. Je ferai peut-être un manga à chaud quand les 3 tomes sont sortis, pour vous faire une grosse vidéo dessus, voilà, sur la série en tant que telle. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de titres ce mois-ci aussi, ce qui fait que je peux pas parler de tout le temps, c'est compliqué. Mais voilà, si vous voulez un bon manga, ça je vous le conseille aussi, c'est super bien. Et on finit avec le meilleur, Jujutsu Kaisen tome 7. C'est le tome qui met fin au tournoi entre Kyoto et Tokyo, qui est un arc qui est en ce moment en animé, et une dinguerie. Voilà, j'ai qu'un mot à dire, chaque vendredi je mate l'animé, et c'est une putain de dinguerie. Là, la semaine dernière, on avait... voilà. Là, je parle par rapport, parce que là, on est mercredi pour moi, donc ce sera le vendredi d'avant, pour vous. Il y avait le combat entre Maki contre sa sœur, la fille aux cheveux bleus, Katana, enfin, comment s'appelle, l'héroïne avec son marteau qui affronte la sorcière, son balai. C'était une dinguerie. La semaine dernière, on avait le panda, c'était une dinguerie.
Et bah, on verra ce soir si c'est une dinguerie ou pas, mais je le sens gros comme une maison que ça serait une dinguerie. Surtout ça va être Megumi qui va se battre, donc ça va être forcément une dinguerie. Voilà. Le tome donc marque la fin du tournoi. Et hyper surprenant, un arc baseball. Voilà, ça finit par un on va faire du baseball. Ça va être ouf, je sens que l'épisode va être ouf. Quand ils vont adapter ça en animé, ça va être une dinguerie. Je le sens, on va avoir un épisode entier sur le baseball. Ça va être un truc de fou, ils vont mettre tous les moyens pour une putain de compétition de baseball qui est juste là pour être un peu une blague. Voilà, un petit peu, voilà, on décompresse après un méga arc qui a des conséquences. Alors j'ai vu quelqu'un qui disait oui, le problème avec Jujutsu, il n'y a jamais de conséquences, sauf depuis le dernier arc au Japon, patati patata. Bah, ce chapitre-là, enfin dans cet arc-là, il y a une conséquence, hein. Alors, pas gravissime, mais le fait que, bah, ouais, les héros ont repoussé les méchants, mais bah, les méchants, ils ont plus ou moins accompli ce qu'ils voulaient. Ils ont récupéré plein de reliques de rang S, notamment 3 fœtus qu'on voit sur la couverture, qui ont permis au... Alors, je sais plus comment il s'appelle ce méchant, excusez-moi. Bah, il n'y a pas son nom là, c'est le scientifique, là, le fléau scientifique qui transformait les gens en fléaux. Qui, grâce à des fœtus, qui sont des reliques de rang S, bon, ils sont expliqués dans le tome que ça vient d'une prêtresse à la con qui avait avorté ou quoi que ce soit, je sais plus toute l'histoire exacte. Et ils ont créé 3 fléaux, dont un qui est sur la couverture, qu'on voit vite fait dans le tome, et 2 autres, dont un qui est un travelot avec des ailes de papillon, enfin un travelot, on dirait super héros Gaiman, qui est un super héros japonais qui vient se frotter ses couilles devant les enfants là en faisant héros gay. Ceux qui connaissent la référence, vous avez compris. Je sais pas si j'ai bien expliqué le truc. Et donc, qui sont les adversaires de nos 3 héros. Il y a un développement de personnage autour de Megumi, hein, c'est ça, c'est son prénom, hein, j'espère que je me trompe pas. Megumi Fujiguro, donc c'est celui qui invoque des animaux. Wizard devant la liste devant son lycée. Et t'as Yuji et donc la fille dont j'oublie son prénom, Nobara. Ils font oh regarde, il y a des lycéens, viens on va les taper, viens on va les martyriser. Et ils font oh, Megumi, oh c'est le boss. C'est comme Onizuka au début de l'anime où ils font et genre montrez-lui du respect, c'est Onizuka. C'est pareil, ils font comment ça se fait Megumi? Bah j'étais le boss des lycéens du coin moi avant. Ils font oh, c'est vrai, c'était une racaille avant. Et c'est génial. Ouais, vraiment, Jujutsu Kaisen, depuis, comme je le dis, les 3-4 premiers tomes, je les avais pas kiffés plus que ça, mais depuis l'arc du tournoi de Kyoto, il y a vraiment une montée en puissance, et là, pour moi, l'auteur, il est dans son... Voilà, là, il est vraiment dans la bonne attitude, là, il est vraiment dans le bon cap, voilà, c'est ce que je veux dire. Là, franchement, la série, vraiment, je kiffe. Là, c'est l'arc-là, il confirme que je kiffe, c'est pas juste l'animé qui m'enjaille un petit peu plus. Là, il y a vraiment une montée en puissance, je pense que ça va... Il tient le bon fil. Voilà, vraiment, Jujutsu Kaisen, je pense vraiment que c'est un super manga où les premiers tomes m'ont un peu déçu. Hélas, il y a une montée en puissance. Ça va être un futur classique. C'est sûr et certain. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo pour que la chaîne puisse grandir. En description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.